Ça y est, après des mois de température d'une douceur exceptionnelle et au-delà des normes, l'hiver frappe enfin aux portes de la France. Les stations de montagne préparent l'arrivée des touristes, bande de petits vénards, les commerçants renforcent leur stock, les familles choisissent leur menu pour le réveillon et les rues s'illuminent de la féerie et de la joie des fêtes qui s'annoncent. Mais derrière les apparences, les Français le savent bien, ce Noël 2022 va avoir un drôle de goût et il va briller un peu moins fort que les années précédentes. Certains se demandent même s'il ne va pas falloir ressortir le barbecue pour cuire la dinde et les bougies pour ne pas se cogner dans le sapin. C'est bien simple, la situation énergétique du pays n'a jamais été aussi tendue et à mesure que les températures baissent, les discours officiels deviennent de moins en moins rassurants au sujet de la résistance du réseau et depuis l'été dernier, ils se sont même transformés en conseil de survie en cas de blackout. L'ennui, c'est qu'on commence à entendre un peu tout et n'importe quoi et qu'entre une menace nucléaire, une récession, une crise climatique et une nouvelle vague de Covid, le moral des Français se serait bien passé d'une source d'angoisse supplémentaire. Que va-t-il se passer exactement ces prochains mois et comment vont se dérouler les opérations de délestage? Faut-il avoir peur et faut-il se préparer? Combien de temps cela va-t-il durer? À quelques semaines de l'hiver, il est temps de refaire un point sur nos capacités de production d'énergie et de démêler le vrai du faux. Je vous dis tout dans cette vidéo et juste avant de commencer, n'oubliez pas que pour nous aider, c'est facile et c'est gratuit. Il suffit de vous abonner, ça ne prend qu'une petite seconde. Merci 1000 fois pour vos soutiens et bienvenue sur Money Radar. Nous le savons, nous en parlions ici il y a quelques semaines et les médias mainstream en font leur sujet favori, notre réseau électrique n'a pas la forme. Au 24 novembre 2022, 23 des 56 réacteurs qui équipent les centrales atomiques françaises sont à l'arrêt. C'est mieux qu'en août dernier où on en comptait alors 32, mais c'est encore très insuffisant pour couvrir nos besoins alors que les températures commencent à baisser. Selon les dernières informations d'EDF, ces 23 réacteurs toujours à l'arrêt devraient reprendre du service entre novembre et janvier, mais rien ne se passe comme prévu. À Flamanville, par exemple, après plus de 9 mois d'arrêt contre seulement 2 mois prévus à la base, le redémarrage du réacteur 2, l'EPR d'une puissance de 1600 MW, a été repoussé plusieurs fois. 9 octobre, 26 novembre, 1er décembre, puis 2 décembre. Le réacteur 1, 1500 MW, lui, est arrêté depuis mars et devrait reprendre du service juste à temps pour les fêtes, le 25 décembre prochain, sauf, bien sûr, problème technique. Des problèmes techniques, justement, il y en a en pagaille, puis des essais qui prennent plus de temps que prévu. Et voilà un manque à produire dont le pays se serait bien passé en pleine crise énergétique. Nous connaissons les origines des difficultés d'EDF et des centrales atomiques françaises. Nous savons qu'avec les politiques d'abandon progressif du nucléaire en ce début de siècle, certains sites de production, alors sur la voie d'un éventuel démantèlement, n'ont pas été entretenus comme ils auraient dû l'être. Et que l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence est aussi pour beaucoup dans les déséquilibres des finances du groupe. D'ailleurs, pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo que nous avons consacrée aux géants de l'électricité français. Vous y comprendrez comment un colosse sur l'échiquier énergétique du monde est devenu en quelques années un outil de financement du libéralisme, avant même d'être un producteur d'énergie, et croyez-moi, ça vaut le détour. En 2018, les centrales françaises ont produit 412,9 TWh d'électricité nucléaire. La France était alors classée deuxième plus gros producteur au monde, derrière les États-Unis et devant la Chine. Au 30 octobre 2022, la production atteint péniblement les 230 TWh. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, EDF n'a jamais aussi peu produit d'électricité. En pleine crise énergétique, ça tombe plutôt mal, à tel point qu'elle est obligée d'importer ce qui manque en l'achetant sur les marchés à des prix délirants, évidemment. Et en regardant les statistiques d'un peu plus près, on comprend vite pourquoi le mois prochain s'annonce compliqué. L'année dernière, la France a consommé environ 42 gigawatts en décembre et un peu plus de 51 en janvier. Le 14 septembre dernier, RTE, le gestionnaire du réseau électrique, prévoyait une capacité de 45 gigawatts disponible pour cette fin d'année et 50 pour janvier, et tout allait bien. De son côté, Luc Rémont, le nouveau PDG du groupe, était moins optimiste et s'était engagé devant l'AFP à fournir 40 gigawatts en décembre et plus de 45 en janvier. Depuis, les prévisions ont été revues à la baisse car à l'heure où je vous parle, nos centrales n'en fournissent que 30. Vous comprenez pourquoi les Français ont été invités à réduire leur consommation électrique depuis des semaines avec succès, moins 9,6% comparé à 2021. Bien sûr, les équipes d'EDF et leurs sous-traitants travaillent d'arrache-pied pour remettre en route les réacteurs. Nous importons de l'électricité et nous avons bien quelques énergies alternatives à disposition, mais pas de soleil et pas de vent. Difficile de cacher la gravité de la situation, il va y avoir des ruptures, c'est inévitable. Alors, plutôt que de les subir de façon chaotique, mieux vaut les contrôler, et c'est ce que les autorités ont décidé de faire en réalisant les délestages dont nous parlent les médias depuis quelques temps. Alors, comment est-ce que ça va se passer tout ça ? Pas de panique, vous n'allez pas être plongé dans le noir pendant des jours, coupé du monde, sans eau chaude et sans frigo, et vous n'aurez pas forcément besoin de faire du feu sur le tapis du salon.
Les coupures de délestage qui devraient commencer dès janvier n'interviendront que par secteur délimité, toucheront environ 6 millions d'usagers chacune. Elles dureront 2 heures maximum pendant les heures de grande consommation, soit entre 8 et 13 heures et entre 18 et 20 heures, jamais le week-end, rarement la nuit sauf situation exceptionnelle, et ils ne pourront pas toucher les mêmes secteurs plusieurs fois de suite. Vous ne serez pas pris au dépourvu puisque les coupures seront annoncées 3 jours à l'avance par le nouveau service EcoWatt ou dans les médias. Vous aurez le temps de prendre vos dispositions, éventuellement de préparer un repas froid ou un thermos de café, d'emprunter quelques lampes torches, de vous installer un chauffage d'appoint, de charger votre téléphone ou votre PC et de vous choisir un bon bouquin. Laissez portails et volets électriques ouverts, évitez les déplacements en voiture, l'éclairage public et les feux de signalisation peuvent fonctionner de façon très aléatoire. Ne vous inquiétez pas trop pour le contenu de votre congélateur ou de votre frigo. Ils sont conçus pour conserver le froid pendant 3 à 8 heures, certains jusqu'à 12 heures, à condition de ne pas ouvrir la porte. Pendant les coupures, les services de télécommunication peuvent être impactés, notamment les réseaux mobiles et Internet. En cas d'urgence, les numéros habituels des secours, 15, 17 ou 19, ne seront pas accessibles, mais il sera toujours possible de contacter le 112. Sachez aussi que quand un délestage touchera une école, elle sera fermée pour la journée. Évidemment, ce ne sera pas le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des sites de défense, de quelques industries stratégiques, des laboratoires, des centrales électriques ou encore des centres pénitentiaires qui font partie des 14 000 sites prioritaires désignés par l'arrêté du 5 juillet 1990. En tout, 40% des usagers EDF sont reliés à une ligne prioritaire et elles ne seront pas coupées. Si vous vivez à côté d'un de ces sites, vous ne serez pas concerné par les délestages car l'arrêté rappelle qu'en cas de crise électrique, un service prioritaire doit couvrir les besoins essentiels de la nation. Les autres, particuliers, professionnels et collectivités, devront se plier à la contrainte. Les éleveurs laitiers devront décaler leur traite d'1 heure ou 2, les commerçants lèveront leur rideau en retard ou le baisseront en avance. Les 3800 patients hospitalisés à domicile et dépendants de l'électricité doivent prendre contact avec leur agence régionale de santé pour bénéficier d'un système d'information dédié. Si leurs appareils médicaux ne sont pas équipés de batterie de secours, alors les préfets seront autorisés à dépêcher les services du SMUR ou les pompiers pour les déplacer préventivement vers l'hôpital le plus proche. Enfin, il est probable que trains, tramways et métros soient annulés pour éviter aux voyageurs de se retrouver coincés sur une portion de ligne sans chauffage et méfiez-vous des ascenseurs dans les immeubles d'habitation, parlez-en à votre gardien ou à votre syndic. Mais le délestage tournant auquel on nous prépare ne sera pas la première mesure en cas de grand froid et avant que votre quartier ne soit plongé dans le noir, il faudra passer par plusieurs étapes. D'abord, avant de procéder aux coupures, EDF abaissera la tension sur certaines portions du réseau, principalement vers les industries les plus gourmandes. Ensuite, pour limiter les pics de consommation électrique aux heures du déjeuner, depuis le 15 octobre dernier et jusqu'au 15 avril, Enedis décale l'enclenchement automatique des ballons d'eau chaude la nuit. Sachez qu'en cas de besoin, il est tout à fait possible de réenclencher votre ballon manuellement à tout moment et sans aucune pénalité. Mais ce sur quoi comptent surtout EDF et les autorités, c'est le comportement des usagers. Les plus gros consommateurs d'électricité sont par ordre d'importance le secteur résidentiel, puis le secteur tertiaire et enfin l'industrie. Pour inciter le pays à moins consommer, en plus des annonces dans les médias et des consignes du gouvernement, des avenants de réduction de fourniture d'électricité sont proposés sur la base du volontariat, principalement aux grosses industries ou collectivités qui acceptent de décaler ou de limiter leur consommation drastiquement en échange de primes. Côté particulier, la plupart des fournisseurs d'électricité offrent aussi des bonus financiers pour toute réduction de consommation de 5 à 7%, comme chez Engie ou Total Energy. Pour en bénéficier, il faut être client depuis au moins 1 an et réduire de 5 à 20% sa consommation comparée à la même période en 2021. Ne cherchez pas cette offre chez EDF. Actuellement, l'énergéticien supporte seul le bouclier tarifaire de 4% mis en place l'été dernier et c'est lui qui fournit l'électricité à ses concurrents à prix cassé. C'est d'ailleurs ce qui leur permet de proposer ces bonus. Heureusement, la consommation d'électricité a bel et bien diminué en France de 5,8% depuis le 1er janvier et 9,6% par rapport à la moyenne des années 2014 à 2019. Mais c'est encore insuffisant et nous devons soutenir nos efforts. Quel que soit votre opérateur, limiter l'utilisation des appareils électriques ne pourra être que bénéfique. Pour le réseau, mais aussi pour votre portefeuille, car dès le 1er janvier, avec l'allègement du bouclier qui passe de 4 à 15%, les prix de l'électricité vont bondir. Soyez attentifs, de nouvelles offres tarifaires devraient être prochainement proposées sur la base du système heure pleine et heure creuse. Et les appareils à gaz? Alors, justement, faisons un petit point. Actuellement, notre gaz nous est fourni par la Norvège, les Pays-Bas et l'Algérie, puisque la Russie ne nous alimente plus. Pour limiter les dégâts, nous nous fournissons aussi de l'autre côté de l'Atlantique auprès des États-Unis, qui nous ont livré 3 millions de tonnes de GNL depuis le début de l'année, du gaz naturel liquéfié tiré des schistes qui recouvrent presque les 3/4 du pays. Actuellement, en tout, notre consommation de gaz s'élève à un peu moins de 500 TWh en 12 mois.
Contrairement à ce qu'on imagine, le résidentiel consomme plus que le secteur industriel, 31% contre 28%, et presque 5% de la consommation se perd dans les centrales électriques. Nos réserves sont pleines à 94,8% selon les données de l'AGSI, ce qui correspond à une puissance délivrable de 127 TWh. C'est peu, mais nous sommes dans une bien meilleure situation que nos voisins allemands, bulgares ou même autrichiens. Seuls 15% de notre gaz était russe, et si nous n'avons pour le moment pas de problème d'approvisionnement ou de stock, restons prudents, car nous sommes liés aux autres pays de l'Europe dans un pacte de solidarité. Nous nous sommes par exemple engagés auprès de l'Allemagne à fournir le gaz qui pourrait lui manquer en échange d'électricité. Pour limiter la hausse du prix et mettre fin à la dépendance au gaz russe, la Commission européenne exhorte depuis le début de la guerre les 27 pays membres à réduire leur consommation de 15%, ce qui équivaut à revenir à la consommation annuelle moyenne de 2016 à 2021. Mais dans la réalité, ce n'est pas si simple. Nous, qui ne sommes pas les plus dépendants et qui avons bénéficié de températures douces jusqu'à maintenant, n'avons baissé le gaz que de 5% depuis janvier 2022. Bon, cette fois, c'est sérieux. Dans son pire scénario, RTE, le gérant du réseau électrique français, estime que l'alerte rouge éco-watt pourrait être lancée une trentaine de fois d'ici à mars prochain. Alors que notre président, lui, reste positif et refuse, je cite, les scénarios de la peur. Ces jours-là, il faudra prévoir de bousculer un peu nos habitudes, pas évident pour beaucoup d'entre nous, mais inévitable. Les plus optimistes se donnent du courage en se rappelant qu'il ne s'agit que de quelques semaines, un délai qui devrait suffire à remettre en route les 28 réacteurs encore à la traîne. On obtiendra alors une puissance théorique de près de 63 gigawatts, sans compter l'EPR de Flamanville, et ça, dès le mois de février prochain, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça pourrait résoudre nos problèmes, mais aussi ceux de l'hiver 2023 et des suivants, enfin, si tout se passe comme prévu. En ce moment, la tendance est plutôt aux mauvaises surprises, alors prévoyons aussi quelques terminaux gaziers en plus, rapides à construire pour traiter le GNL américain à grande échelle. Avec le recours massif aux autres énergies fossiles pour compenser nos problèmes d'électricité, l'hiver s'annonce dur aussi pour la planète. N'hésitez pas à nous raconter comment vous prévoyez vos fêtes et si vous envisagez de modifier vos plans à cause de la conjoncture. Partagez vos impressions avec les autres membres de la communauté en nous rejoignant sur nos autres réseaux. Et si ce que vous venez de voir vous a plu, pensez à nous laisser un j'aime et à partager. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne laissez pas les lumières allumées, faites tourner vos machines la nuit, mais surtout, prenez soin de vous. C'était Monia Radar, à très bientôt.